On se retrouve ici pour commencer à Höfn, la ville portuaire du sud-est de l'Islande. 1700 habitants, c'est la plus grosse agglomération de l'endroit. Alors que c'est pas beaucoup, vous aurez remarqué. Cette ville, elle est assez importante pour quelque chose, c'est la pêche. Effectivement, ça me permet de vous parler de cet aspect très important de l'Islande. L'Islande vit principalement de ses ressources halieutiques. 60% de tout ce qui est pêché en Islande et dans ses eaux côtières est exporté. Ici, on fait de la grosse pêche, du hareng, de la morue, autrement appelé le cabillaud. Et justement, Höfn est appelée la capitale de la langoustine, ce qui montre bien l'importance qu'elle a. Tout ça pour dire que l'Islande, c'est du poisson évidemment, et qui est exporté dans le monde. Beaucoup de poissons qu'on retrouve en supermarché viennent d'ici, même si effectivement pour les poissons comme par exemple le saumon, on va dire qu'il vient principalement de Norvège. Bref, une chose est sûre, c'est qu'ici il fait pas très beau, mais que la pêche et le tourisme sont les deux activités principales de l'Islande. Et sur ce, on va continuer la journée. Et nous quittons les terres stériles du sud de l'Islande pour pénétrer dans les fjords de l'est, plus verts mais aussi plus escarpés. D'inquiétantes falaises se dressent face à nous, tandis que le temps semble arrêter dans cette partie de l'île. Dans l'une de ces baies dessinées par la nature, une surprise nous attend. Et on se retrouve ici dans des conditions météorologiques assez capricieuses. On est au milieu des fjords, plus précisément dans une ville imprononçable dont je vous mets le nom juste ici. Et ici, cette ville, qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est que c'était un port de pêche, un port d'attache pour les pêcheurs français. Ce que vous voyez derrière moi, c'est un bâtiment historique qui date du 19e siècle, l'hôpital français, qui accueillait justement les marins qui venaient se reposer ici. On est au milieu des fjords, extrêmement froid, des conditions météorologiques très rudes, des conditions de vie absolument horribles pour les marins de l'époque. Bref, on va voir ça tout de suite et il y a un très beau panneau un peu plus loin qui nous indique Gravelines. Voilà, tout ça pour vous dire que on est dans une ville avec un fort passé de français et un cimetière un peu plus loin. Et à l'intérieur de l'ancien hôpital a été aménagé un musée dédié à l'histoire de ces marins français qui voguèrent sur ces mers jusqu'à il y a moins d'un siècle. Dans ce lieu inattendu, on découvre de nombreux aspects de la vie éreintante de ces courageux marins, de leur quotidien à bord des goélettes, ces frêles embarcations de pêche, mais aussi de leurs escalatères, synonymes de repos. Ils étaient 5000 chaque hiver à venir pêcher la morue dans ces eaux glacées, parfois sans jamais revoir la France. Non loin du village, un cimetière leur est dédié. Ici reposent à jamais 49 matelots, dont les tombes honorent la mémoire de ces hommes courageux que le climat emporta. De prime abord, cette route ne vous dit peut-être rien, mais c'est ici qu'a été filmée la scène de skateboard du film La vie rêvée de Walter Mitty, porté à l'écran par Ben Stiller en 2013. Hé, vous m'avez vu? Bah oui, je suis là, tout simplement. C'est vraiment très désertique, très noir, très volcanique. Actuellement, il fait 3 degrés et je suis en pull. Pourquoi? Pour vous montrer que c'est un pull de la NASA, tout simplement, puisqu'ici, c'est un endroit qui a servi à la NASA américaine, effectivement, en 1967, d'envoyer des astronautes, tellement le paysage est lunaire, sans guillemets pour le coup. Ça leur a permis de faire des tests, de voir comment les astronautes évoluaient dans un paysage qui ressemble de près à la Lune, sans qu'ils y soient encore allés à l'époque. Maintenant on continue, on va se rendre vers le nord et la cascade de Dettifoss, la plus puissante d'Europe.
Et nous sommes maintenant à Détifos avec un temps toujours aussi chaleureux. Devant nous, la cascade la plus puissante d'Europe, entre 200 et 600 mètres cubes d'eau déversée chaque seconde. Elle est absolument immense. Alors personnellement, je préférais Gullfoss qu'on a vu dans la première vidéo. D'ailleurs, toute cette eau provient du glacier du Vatnajökull que nous avions vu dans la précédente vidéo. Les Islandais revendiquent avec Détifos le titre de plus puissante cascade d'Europe. Et c'est vrai que lorsque l'on se retrouve devant, le débit d'eau est tout à fait impressionnant. Et on se retrouve enfin avec un beau soleil qui nous irradie. D'ailleurs ici, les radiations ce ne sont pas les choses les plus dangereuses. On est dans la zone du Krafla. Alors le Krafla, c'est le volcan situé plus en amont, avec son petit lac le Viti qu'on ira voir un peu après. Pour l'instant, on est sur un point d'observation. En aval, que vous pouvez voir la centrale géothermique de 60 MW qui prend sa source dans les forces naturelles, à savoir les sources géothermiques de soufre. Vous pouvez voir les longs câbles qui amènent jusqu'à la centrale les différentes ressources nécessaires depuis les différents points de captation de soufre. Et là-bas, donc comme je l'ai déjà dit, 60 MW, c'est assez imposant compte tenu de la situation du pays. Et c'est une des nombreuses centrales. Ici, on exploite notamment de la géothermie. L'Islande est connue dans le monde entier pour ses sources d'énergie comme ça. Et également pour l'énergie hydraulique avec les barrages. On profite des grands fleuves. Donc ici, une des nombreuses sources géothermiques. Je suis content de vous la montrer. Et voici maintenant le lac du cratère du Viti. C'est un volcan né au XVIIIe siècle, c'est-à-dire très récemment. Et Viti en islandais, ça veut dire enfer. Effectivement, le volcan est toujours plus ou moins actif et la zone est toujours assez instable. De toute façon, vous l'aurez compris, avec la présence pas loin des zones géothermiques, ici on est dans une des régions les plus actives en termes d'activité géothermique et volcanique de toute l'Islande. Et effectivement, il n'y a pas d'habitation, aucun mouton par rapport au reste de l'île. Et c'est très rare même de croiser d'autres voitures sur la route, ce qui est assez exceptionnel, on va pas se le cacher. L'eau est très chaude. Et je me retrouve maintenant dans la zone de Evrir. Cette zone est très intéressante puisque, comme vous pouvez le voir, on a des gouffres d'où s'échappe du soufre. Effectivement, ici, on est sur la dorsale médio-atlantique qui sépare l'Islande en deux. Cette zone, jusqu'à très récemment, était utilisée pour venir récupérer des ressources nécessaires à la fabrication de la poudre à canon. Ce qui fait de l'Islande une terre assez importante, au même titre que l'Inde pour les Britanniques avec le salpêtre. Donc vous voyez cette terre vraiment colorée de rouge et de bleu. C'est très toxique, donc on va pas, comme je vois le groupe de touristes là-bas qui le prennent à plein nez, moi je vais rester assez éloigné. Il n'en reste pas moins que c'est une zone assez rare à avoir dans le monde, assez impressionnante et également assez inquiétante. Et nous sommes ici à Gotafoss, la dernière cascade que je vous montrerai, je pense, de ce voyage. Alors c'est sûrement pas la plus impressionnante, ni la plus grande, ni la plus haute, ni quoi que ce soit, mais elle a une signification assez intéressante. C'est ici qu'après une réunion de l'Althing, à savoir l'assemblée du peuple islandais au Moyen-Âge, les gens se sont réunis et pour montrer leur appartenance au cercle scandinave chrétien, ont décidé de rejeter leurs idoles. Avant, ils étaient païens et croyaient effectivement à la mythologie scandinave. Vous les connaissez, Odin, Thor, Loki, Freya, tous ces dieux qui appartenaient à la mythologie scandinave. Les gens ici ont décidé de les rejeter et sont venus dans cette cascade jeter toutes leurs statuettes païennes, à savoir leurs idoles, pour adopter le christianisme. Il n'en demeure pas moins qu'avec ce petit coucher de soleil, elle reste très belle à voir, en arc de cercle, un peu comme à Niagara, entre le Canada et les États-Unis.
Et nous nous retrouvons ici à Siglufjordur, une ville pas très impressionnante, mais qui a quand même une particularité, c'est une petite ville de plus de 1000 habitants, et à ce compte-là, ça fait d'elle la ville la plus septentrionale d'Islande. Effectivement, au-dessus de nous, il n'y a plus rien qui compte autant d'habitants. Ici, nous sommes donc à l'extrême nord de l'Islande, à 1 heure environ d'Akureyri, la grosse mégalopole, si on peut dire ça comme ça, de la région. Au-delà, la mer à perte de vue, le pôle Nord, le Groenland, et si on va tout droit l'Alaska. Et de toute façon, pour vraiment vous représenter ce bout du monde, je vais aller à la pointe, là où après, il n'y a absolument plus rien. Et nous y voilà, une des pointes de l'Islande. D'ici, la vue est magnifique, et même si l'on est déjà aux confins du monde, je ne peux m'empêcher d'imaginer ce qu'il y a plus loin, au-delà du cercle polaire. Et dernier jour, on est ici à Reykjavik, la capitale, qui concentre environ les 2/3 de la population dans son agglomération. Vous l'aurez compris, l'Islande est un très grand pays, mais la majorité de sa population est concentrée dans un point. Alors, on est devant le lac Trøyin, qui est un des lacs emblématiques de la ville. Juste derrière moi, l'hôtel de ville, où il y a une magnifique représentation de l'île en maquette. Et devant nous, la capitale qui s'offre avec une grande partie qui se situe en fait derrière la caméra, le port et l'église phare qu'on va aller visiter tout à l'heure. Ici, autre chose d'important à savoir, c'est que Reykjavik, ça veut dire littéralement la baie fumante, puisque c'est ici que les Vikings, en arrivant, ont décidé de s'installer majoritairement, et donc ça en fait le lieu de pouvoir. Aujourd'hui, tout est concentré ici, et c'est normal. Nous sommes dans la ville la plus peuplée, le centre économique, le centre commercial, tout est ici. L'ambiance à Reykjavik est très particulière. C'est une ville européenne, aucun doute là-dessus. Mais il y a une influence architecturale américaine, et les rues sont parsemées d'œuvres artistiques. Pourtant, la ville n'oublie pas ses traditions. Nous sommes devant la cathédrale phare de Reykjavik, c'est le bâtiment que l'on voit le plus quand on arrive à la ville. Comme vous pouvez le voir, c'est un bâtiment inspiré architecturalement tout simplement des merveilles naturelles de l'Islande. De chaque côté, qui descendent en décroissance, ce sont des pylônes, les mêmes pylônes hexagonaux que l'on peut retrouver sur des formations volcaniques, comme j'ai pu vous montrer rapidement sur le pavage de l'église. Effectivement, la cathédrale sert également de phare, donc on est là vraiment sur un côté utilitaire de cette cathédrale, et c'est également un lieu de culte qu'on va aller tout de suite visiter, le tout dans le silence. Et avant de reprendre l'avion, quoi de mieux qu'un passage au Blue Lagoon pour profiter de ces fameux bains islandais. Malgré une température de l'air des plus glaciales, l'eau de ces bassins avoisine les 40 degrés. Il n'y a pas à dire, c'est très agréable. Allez, j'espère que cette série de 3 épisodes sur l'Islande vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et on se retrouve très bientôt pour d'autres vlogs.